Merci. Bonjour à toutes et à tous, ici en salle ou en visio. Nous allons, avec Marie-Noëlle Lebotte, vous parler pendant environ 45 minutes de ce sujet qui est la facture électronique, dont on commence à entendre parler, etc. On voit que des choses se préparent, que ça évolue dans les entreprises. Donc la présentation se veut aussi une présentation à date, donc en fonction des éléments d'actualité. On prendra donc les questions à l'issue de la présentation, soit donc via le chat en visio ou soit ici en salle en présentiel. Alors, donc cet après-midi, nous sommes ensemble pour comprendre ce qu'est la facture électronique, pour comprendre la raison de la mise en place de la facture électronique, le calendrier de déploiement, celui qui va s'imposer à toutes les entreprises, comment répondre aux obligations de la facture électronique, quels outils mettre en place, un point d'étape à date, donc à septembre finalement, et puis les actions donc à entreprendre dans les entreprises. Si on revient déjà sur ce qu'est la facture électronique, repartons du principe déjà d'une facture. Une facture, pour rappel, c'est un document avant tout commercial dans sa nature, comptable bien entendu, puisque c'est une pièce qui sert d'appui à l'enregistrement d'une charge ou d'un produit, juridique, parce que c'est un document qui est normé, qui est obligatoire, qui doit comprendre des mentions incontournable pour lui donner toute sa valeur dans le cas donc de vente de marchandises entre professionnels ou également de facturation de prestations de services, donc entre professionnels également. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à horizon 2021 en tout cas, ce sont plus de 2 milliards de factures qui se sont échangées entre professionnels, et c'est un peu plus de 20 milliards de transactions entre professionnels et particuliers, pareil sur la même période 2021. Donc c'est un flux qui est très 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 élevé, et donc ça déroule également sur la mise en place de la facture électronique. Alors, à l'heure actuelle, on connaît plusieurs formats de factures. C'est vrai que traditionnellement, on était habitué à une facture plutôt imprimée, envoyée par la poste, etc., voire même encore un peu manuelle. Aujourd'hui, ce format-là existe toujours, bien entendu, le format papier. De plus en plus également, de fichiers circulent en format PDF et par mail. Donc, il n'est pas rare de recevoir de fournisseurs, effectivement, la facture, en tout cas la photo de la facture en PDF jointe à un mail, ce qui souvent occasionne de devoir la réimprimer, etc., etc. Ce n'est pas la facture électronique, bien que beaucoup de chefs d'entreprise le pensent et se disent moi je suis prêt puisque ces factures-là, je les reçois, je sais les traiter et donc je suis prêt. Non, on n'est pas ici sur le format attendu de la facture électronique. Enfin, et ça s'est apparu depuis relativement peu de temps, tout type de fichier électronique qui répond du coup aux exigences du principe de la réglementation française en matière de facture électronique, c'est-à-dire des fichiers avec des signatures et des scellés. Pour représenter ce qu'est la facture électronique, ici, on a un modèle. Donc, la facture électronique, c'est le scellement de deux fichiers, c'est-à-dire un fichier PDF qui pourra être observé par l'œil humain, lu, contrôlé, et associé à ça de manière donc complètement imbriquée, un fichier, on dit pour la machine, pour l'ordinateur, pour le traitement des données. Donc toutes les données contenues dans la facture électronique sont transcrites de manière digitale et peuvent être intégrées donc dans les différents outils de facturation, de comptabilité et les différentes plateformes. Donc, une facture électronique, elle doit être traitée de bout en bout de manière numérique, de son émission, donc la réalisation de la facture, à sa création, la réception également, et surtout l'archivage aussi, puisque en cas de contrôle, il faudra toujours pouvoir montrer ces pièces
et justifier des écritures de comptabilité. Alors pourquoi ce changement? Pourquoi cette évolution? Pourquoi cette mise en place? Eh bien, l'État donc a expliqué finalement son choix d'aller vers la facture électronique en le motivant majoritairement par une accélération de la digitalisation dans les entreprises afin de renforcer la compétitivité des entreprises. C'est vrai qu'aujourd'hui, le poids administratif de la facturation, des paiements, du stockage, de l'archivage représente un coût pour les entreprises françaises. L'idée est donc de réduire ce coût. Alors l'État l'a estimé à environ 5 milliards d'euros. Donc à l'échelle de la petite entreprise ou de la grande entreprise, ce n'est pas tout à fait la même proportion. Et puis, derrière ça également, une idée de lutter contre la fraude fiscale. Puisque aujourd'hui, les factures sont émises et la déclaration de TVA découle de ce qui est déclaré. Demain, probablement, l'État viendra directement capter les informations de facturation pour établir la TVA. Et donc, si on veut la récupérer, cette TVA, il faudrait que la facture soit enregistrée. L'État estime à un peu plus de 18 milliards d'euros la fraude, entre guillemets, à la TVA. Donc, il est capable de mettre des moyens pour que les entreprises arrivent à l'objectif. Donc, le bénéfice attendu, ou les bénéfices, sont une amélioration de productivité, avec à peu près donc 30% de diminution de temps de traitement administratif, je dirais, des factures, un gain financier qui est estimé entre 50 et 75% pour le traitement administratif, un suivi plus régulier des trésoreries, puisqu'il va falloir à la fois accepter la facture, donner son accord, effectuer le paiement en donnant des dates donc, qui permettront d'avoir plus de visibilité sur la trésorerie de l'entreprise. Des délais de paiement optimisés, estimés à peu près à 12% donc de réduction des retards de paiement. Donc une meilleure prévision, des meilleurs suivis de tableau de bord et des meilleurs outils de pilotage. Donc voilà ce que l'État estime comme bénéfice pour les entreprises dont vous faites partie. Le calendrier de déploiement, je te laisse. Oui, merci. Donc, le nouveau calendrier de déploiement a été validé le 15 septembre 2021 et vient d'être par la loi de finances de cet été aussi validé également. Donc là, c'est sûr, les dates sont bloquées, ce sera ces dates-là. Il faut savoir qu'auparavant, avant le 15 septembre 2021, la mise en place, c'était 1er janvier 2023 et non 1er juillet 2024. Donc là, on est sûr que c'est ces dates-là, il faut s'y préparer. Donc la facture électronique va devenir obligatoire pour toutes les transactions domestiques entre entreprises soumises à la TVA entre les entités du secteur privé. Il y a 2 obligations, émettre et recevoir. Alors, on peut se dire, enfin, vous pouvez avoir entendu, en tout cas, en tant que petite entreprise ou PME, la date, c'est 1er janvier 2026, j'ai le temps de m'y préparer. En fait, ce n'est pas tout à fait ça, parce qu'il faut être préparé dès le 1er juillet 2024. Enfin, dès, ça veut dire au plus tard le 1er juillet 2024, et pas à compter de cette date-là. Il faut être prêt avant le 1er juillet 2024 à recevoir les factures électroniques. Alors, les factures en format électronique pour toutes les entreprises, quelle que soit la taille, que ce soit une micro-entreprise soumise à TVA ou une grande entreprise. Et on a tous, enfin, chaque entreprise reçoit des factures de grandes entreprises, style déjà EDF ou les factures de télécom, c'est des grandes entreprises. Donc, à compter de cette date-là, 1er juillet 2024, il faut être prêt.
Donc, ça implique une organisation en amont qu'on va vous présenter tout à l'heure avec la mise en place des plateformes. L'obligation d'émission, c'est donc pour les grandes entreprises, 1er juillet 2024. Pour les ETI, c'est des entreprises de taille intermédiaire supérieure à 250 salariés, 1er janvier 2025. Et pour toutes les autres entreprises assujetties à TVA, PME et TPE, c'est 1er janvier 2026. C'est les dates butoirs. Ça veut dire qu'il faut être prêt à ces dates-là. Donc, ça veut dire qu'il faut se préparer en amont. On ne va pas se dire, tiens, en juin ou en décembre, je m'y prépare. Il faut vraiment être prêt avant. Et du coup, en fait, il est fort probable, en tout cas au niveau de l'administration, ce qui se dit, c'est que ces dates-là sont anticipées pour certaines entreprises, parce que travailler avec un système mixte pendant 18 mois, ce n'est pas forcément l'idéal. Donc potentiellement, ça, c'est les dates auxquelles on doit passer au plus tard, mais on peut passer avant. Une fois qu'il y aura les plateformes dont on va vous parler tout à l'heure, vous pourrez y aller. Donc, comment répondre à ces obligations? Ce qui va changer par rapport à l'organisation actuelle, ça va être la place au temps réel. Il faut vraiment travailler, s'organiser en tout cas au niveau administratif, au niveau organisation d'entreprise, pour travailler en temps réel. Les flux vont arriver en temps réel, vont passer par des plateformes. Je vais vous expliquer tout à l'heure via la circulation via un schéma. Il y aura une phase, la facture va arriver, il y aura une phase de validation dans un temps limité. Il faudra aussi venir déclarer les paiements dessus pour une traçabilité, et ce ne sera pas une fois tous les 2 mois qu'il faudra se dire tiens, je m'y mets en fait. C'est vraiment, il faudra travailler quasi en temps réel, enfin au moins par semaine selon la taille des entreprises. Ce qu'il faut savoir aussi, là on parle de facture électronique pour les entreprises qui travaillent avec une clientèle de particuliers, et notamment donc qui font des factures auprès de particuliers, donc non assujettis à TVA en B2C, ou qui font avec des caisses enregistreuses. Il faudra également venir déclarer ces éléments-là. On appelle ça du e-reporting. Donc c'est la même échéance, c'est la mise en place, enfin c'est les mêmes dates d'échéance du e-reporting et du e-invoicing que la facture électronique. En fait, c'est les mêmes échéances. Donc il faut être prêt. Même si on dit, moi, je suis artisan, je travaille qu'avec des particuliers, je ne suis pas concernée. Si, parce que vous êtes assujetti à TVA, vous devez également vous mettre en ordre de marche. Donc, la différence aussi, c'est que les documents vont être conservés de manière numérique. Donc, ça va permettre de respecter la piste d'audit fiable, en fait, avec l'obligation de pouvoir tracer le circuit de facture pendant 10 ans. Donc, c'est la fin, entre guillemets, des fausses factures. Ça va devenir beaucoup plus compliqué. Et du coup, à terme, c'est le langage des comptables, mais la fin de la boîte à chaussures et des classeurs, en fait, éditer, imprimer, perforer, classer, c'est la fin, en fait, de ces documents-là. En tout cas, à échéance 2026. Les entreprises vont devoir s'organiser et mettre en place une nouvelle organisation administrative. Donc, ça peut être aussi une décomposition des tâches, une répartition des tâches, où jusqu'à présent, ça pouvait être... ils faisaient ça une fois ou pas très régulièrement, ou c'était une tierce personne, ou maintenant peut-être qu'il pourra ou il devra s'organiser pour que ça suive, de confier cette mission à un tiers en fait pour l'aider dans son organisation administrative. Il y a obligation d'utiliser une plateforme pour émettre, collecter et traiter et sauvegarder les factures électroniques. Alors, qu'est-ce qu'une plateforme? Les nouvelles plateformes, en fait, certains d'entre vous utilisent déjà Chorus Pro. Chorus Pro, c'est la plateforme de l'administration fiscale qui est obligatoire depuis 2020. La Chorus Pro va se transformer en plateforme publique, en portail public de facturation, PPF en fait, c'est son sigle, et du coup ça va s'élargir et à s'ouvrir pour tout le monde. Les prestations seront gratuites via le portail public de facturation, mais les prestations offertes par ce portail seront moindres que des plateformes publiques de facturation, plateformes privées plutôt de facturation qui vont se mettre en place. Et toutes les plateformes ne vont pas offrir les mêmes prestations. Donc, chaque entreprise devra faire le choix d'une plateforme, et ceci avant le 1er juillet 2024. Il faudra s'abonner sur une plateforme.
Alors, c'est par numéro SIRET. Si en tant qu'entreprise, vous avez plusieurs établissements, vous pouvez choisir une plateforme par établissement. Mais c'est pas forcément, enfin, ça dépend quelle organisation vous avez en place, mais c'est pas forcément souhaité. Vous pouvez partir du principe, une plateforme, une entreprise. Le fait de s'inscrire sur cette plateforme, donc à venir déclarer, vous allez être, chaque entreprise, via le point de reconnaissance, ça va être le numéro SIRET. Et au niveau d'un annuaire national, vous allez être référencé pour dire que telle entreprise est inscrite à telle plateforme. Si vous ne faites pas le choix avant le 1er juillet 2024, d'office, ce sera le portail public de facturation qui sera choisi. Enfin, qui sera retenu et vous serez inscrit là-dessus. Donc, la plateforme, elle va émettre, collecter, traiter, conserver les factures. La notion de conservation, les prestations pourront être diverses en fait au niveau des plateformes sur ce système-là. Et sur la notion d'envoyer aussi les documents. Donc là, vous présentez le schéma. Donc tout d'abord, on voit à gauche l'entreprise A qui, elle, va émettre une facture. Donc ça implique, ou pas, mais on va partir du principe que l'entreprise A est équipée d'un logiciel de facturation qui émet des factures en format électronique. Si jamais l'entreprise A n'avait pas ce format, il faudrait qu'elle vienne se connecter directement sur la plateforme et saisir à la mano les factures, en fait. Donc, s'il y a un certain volume, c'est vraiment pas adapté. Donc, il faut disposer, il est recommandé en tout cas de disposer d'un logiciel compatible qui peut émettre des factures électroniques. Alors, j'ai parlé du format FactureX qui est un format franco-allemand. C'est possible qu'il y ait d'autres, c'est pas possible, c'est sûr qu'il y ait d'autres formats acceptés, mais le format standard en France s'oriente vers ce format-là. Donc, l'entreprise A plutôt, veut émettre une facture à destination de l'entreprise B. Donc, elle va se connecter sur sa plateforme et saisir le numéro SIRET de l'entreprise B. En se connectant sur sa plateforme, ça va venir interroger l'annuaire national pour dire l'entreprise B, elle est sur cette plateforme. C'est savoir en fait à qui on va adresser la facture. En même temps, la plateforme va vérifier la conformité de la facture. Est-ce qu'on est bien dans les standards? Est-ce que c'est bien une facture électronique? Il n'y a pas les différents points à respecter. Il y aura un transfert de la facture originale de l'entreprise A vers la plateforme de l'entreprise B. L'entreprise B sera notifiée que vous avez reçu une nouvelle facture, il faut venir la traiter. À ce moment-là, la facture aura un statut envoyé, émis en fait. L'entreprise B devra venir dire « j'ai reçu et j'accepte » ou « je refuse ». Il y aura un délai pour le dire. Donc, si il dit « j'accepte », OK. Ensuite, il va dire « je vais payer la facture ». Donc, l'information va revenir sur la plateforme de l'entreprise A. Donc, déjà, l'entreprise A va être prévenue, l'entreprise B a accepté la facture. Et ensuite, elle va être prévenue, l'entreprise B a validé le paiement et le règlement. L'entreprise A va ensuite devoir venir déclarer « oui, j'ai bien reçu le paiement ». Et toutes ces données-là, entre les plateformes, la plateforme A et la plateforme B, vont remonter. C'est avec des extractions de données qui vont remonter à la DGFiP. Ce n'est pas les factures entières, c'est des données. Et ça va permettre à l'administration fiscale d'avoir les informations en temps réel sur les flux et sur les flux de paiement. Et l'orientation, c'est à horizon 2027, les prédéclarations des déclarations de TVA, comme c'est fait actuellement pour les déclarations de revenus. 2026-2027, prédéclaration de TVA. Et l'info sera vraiment en temps réel. Pour les particuliers, c'est un peu, si le client est un particulier ou une entreprise internationale, il n'a pas de numéro de SIRET. Donc là, c'est un peu différent. Donc, s'il y a une caisse qui est utilisée, une caisse enregistreuse, il faudra faire remonter tout ce qu'on appelle ticket Z, en fait, les remontées de la journée. Alors, suivant le régime d'imposition de TVA, si on est en réel normal, ce sera dans les 4 jours
enfin hebdomadaire plus 4 jours, et si c'est réel simplifié, ça serait le mois plus 7 jours. C'est les éléments qui sont sortis pour le moment. Il faudra venir déclarer ces éléments-là sur la plateforme, ou alors avoir une caisse enregistreuse qui est connectée et qui envoie les éléments qui remontent. Il se peut aussi que vous établissiez des factures à destination du particulier. Là, il n'y a pas le numéro SIRET, mais en fait, on va dire c'est une facture pour un particulier, donc TVA non déductible. Se pose quand même le problème de savoir, c'est bien beau, je déclare là, mais comment moi j'envoie ma facture à un particulier? Certaines plateformes vont proposer cette prestation avec des envois par mail et d'autres non. Donc il faudra être vigilant aussi sur ces choix-là. On ne sait pas encore exactement toutes les options possibles, mais il y a ce point de vigilance à avoir. Il faut savoir que, je reviens sur l'écran précédent, le fait de ne pas... si jamais une facture entre entreprises ne respecte pas ce circuit-là, c'est la non-déductibilité de la TVA. Et une facture non conforme, c'est une amende de 15 € avec un maximum de 15 000 € par année civile. Et pour les ventes particuliers et opérations internationales, c'est 2,50 € d'amende par pénalité dans la limite de 15 000 € par année civile également. Et là, j'avais une question d'une des personnes à distance qui demandait, il faudra bien mettre, comme sur Chorus, des factures vers un SIRET et non un SIREN. C'est un SIRET, oui, c'est bien un SIRET. Parce que oui. Voilà, on a commencé à circuler des informations, SIREN, SIRET, donc c'est vrai que c'est le SIRET. C'est un établissement qui est rattaché à l'annuaire et pas le SIREN, c'est bien le SIRET. D'accord. Vous allez sans doute revenir dessus tout à l'heure sur justement... ce qui est important de noter et de bien. Mais ça va être la clé d'identification de l'entreprise, c'est le numéro SIRET. D'accord. C'est pour ça qu'une entreprise, potentiellement, si elle a plusieurs établissements, peut avoir plusieurs plateformes, mais c'est conseillé quand même, suivant l'organisation en place, d'avoir la même. Mais c'est bien le SIRET qui sert de référence. Excusez-moi, vous avez des appels internationaux, qu'est-ce qui se passe? Ça fonctionne comme pour les particuliers, en fait. Il faudra venir les factures et venir déclarer. En fait, il y aura une mention spécifique que c'est une facture à l'international parce qu'il n'y aura pas le SIRET. Et les infos, il faudra faire également du e-reporting sur la plateforme pour que l'info remonte à la DGFiP. Ce sera le même circuit, en fait. Le même circuit, le même... Il n'y a pas d'uniformisation européenne en vue? Alors, c'est une des questions où, justement, il y a déjà des pays européens qui sont passés à la facture électronique, mais il n'y a pas de standard actuellement, à part le standard franco-allemand qui est la facture X. Les autres pays ont leur propre format. Et certains sont passés à la facturation électronique, au e-reporting. Donc, c'est ça le e-reporting, où on fait les deux. L'Italie est passée en 2019, la Grèce en 2021. L'Espagne et le Portugal, ils ont fait du e-reporting, ils se préparent à la facturation électronique. Autrement, c'est les pays de l'Amérique du Sud, en fait, Chili, Mexique, qui y sont passés. Mais actuellement, c'est une vraie question, ça, parce que l'idée, c'est de communiquer avec les plateformes des autres pays aussi, que ça circule et qu'on récupère l'info. Sauf que si ce n'est pas le même format, c'est un peu compliqué. Et il y aura des niveaux de facture électronique aussi. Il n'y a pas de slide qui précise là-dessus, mais il y a un format simplifié et un format hyper étendu qui donne tout le détail. Alors, l'avantage du format étendu qui ressemble un peu à des fichiers UDI pour ceux qui connaissent avec plein de caractères, c'est qu'après, si vous avez des logiciels de reconnaissance automatique basés sur l'intelligence artificielle, la saisie de la compta, vous avez toutes les données, ça importe là-dessus. Et si c'est un format simplifié, vous ne l'avez pas. Mais ça dépend aussi du logiciel de facturation que vous avez et quel niveau de détail vous avez besoin de mettre, en fait. À l'inverse, là, donc toujours pour... Oui. Je me fais le porte-parole des questions écrites. Les entreprises qui sont non soumises à TVA, mais avec des factures émises uniquement pour les particuliers, est-ce qu'elles fonctionneront de la même manière ou est-ce qu'elles n'auront pas de besoin particulier? Alors, ça dépend. Si c'est une entreprise qui est en franchise en base,
En fait, si c'est des opérations qui sont normalement soumises à TVA et qu'on est en franchise en base, a priori, il faudra y passer. Si c'est des activités exonérées telles que le domaine de la santé, par exemple, là, c'est hors champ de TVA. Là, il faudra pas, on est exclu du champ. D'accord. C'est vraiment pour les entreprises. C'est vraiment. En fait, il faut être clair derrière, c'est la lutte contre la fraude à la TVA. C'est bien ça l'objectif derrière. L'objectif, c'est la réactivité et avoir les flux à l'instant T. C'est vrai, par rapport à la crise Covid qu'on a connue, par rapport aux aides, ils disaient que s'ils avaient eu ces infos-là en temps réel, ça permettait aussi d'ajuster les aides et de gagner du temps. Mais le vrai enjeu, c'est la lutte contre la TVA. Hélène parlait de 18 millions tout à l'heure, c'est 7% de la TVA qui estime... 18 milliards, mais 7% du montant de la TVA qu'on estime qui passe à côté, en fait. D'accord. Et ils estiment un gain pour les entreprises, en fait, que par facture, on gagnerait 10 €. Actuellement, parce que le fait d'émettre la facture, l'éditer, la mettre sous enveloppe, la poste, le machin, réceptionner, j'ouvre, je classe, j'archive, je saisis, et que ça sera 1 tiers pour l'émetteur, 2 tiers pour la personne qui au niveau des gains. Et ceux qui passaient par Chorus passeront forcément par PPF demain. En fait, Chorus va changer de nom. C'est la même chose. C'est Chorus qui change de nom. Pour ceux qui travaillent déjà avec l'administration, ça ne va pas changer grand-chose, sauf que maintenant, il y a la notion de venir valider les paiements. Et que jusqu'à présent, c'était du déclaratif sur Chorus, en fait. D'accord. Parce que là, a priori... Enfin, coupé. Alors, moi, virtuellement, non, mais d'autres personnes à distance, oui. Non, c'est parce que c'est ça, c'est des personnes, c'est des fournisseurs étrangers qui avaient pris habitude de saisir sur Chorus, donc elles saisiront sur PPF, quoi, demain. Oui, ouais. D'accord. Alors, les prestations de la plateforme publique seront gratuites, ça c'est certain, en fait. Par contre, les différentes fonctionnalités offertes par la plateforme publique, on ne saura pas, on ne les connaît pas. En tout cas, le fait de transmettre automatiquement la facture pour un particulier, ça, on ne sait pas si elle va le faire ou pas. Et moi, je reviens sur la facture destinée aux particuliers. Quand c'est des personnes âgées qui n'ont pas d'Internet, pas de... Comment... Après, vous pouvez quand même les envoyer par la poste, en fait, mais il faut les déclarer par ce système-là. Voilà. Mais là, il n'y a pas de notion d'acceptation. Mais par contre, il faudra retracer comment les factures ont été payées, qu'elles ont bien été payées. Il faudra faire ces éléments-là. Donc, c'est bien d'avoir en tête ces schémas-là et que l'élément incontournable, c'est la plateforme. En Italie, en fait, ils ont choisi d'avoir juste que la plateforme DGFiP et toutes les infos remontent à la c'est pas leur DGFiP chez eux, mais à l'administration fiscale qui après alimente les autres entreprises. Et on appelle ça un schéma en V et donc c'est un schéma en Y en fait où il y a un croisement entre les différentes plateformes. Les auto-entrepreneurs qui ne payaient pas de TVA parce que sous un seuil de chiffre d'affaires ne se mettront pas à payer de la TVA demain. Ils ne vont pas changer non plus les règles. Là, on parle bien d'un système. C'est la numérisation du système. Et puis, les seuils, aider à récupérer. Pour le moment, les seuils pour la TVA, c'est pas l'heure du jour. C'est pas l'heure du jour. D'accord. Ils ne vont pas masquer des petites choses en plus. Non, c'est pas. C'est pas fiscal, c'est juste la notion de collecte en fait. Donc si on n'utilise pas les factures, c'est la non-déductibilité. Donc l'objectif, comme je l'ai dit tout à l'heure, les déclarations de TVA soient pré-remplies, donc il y aura un pointage à faire. Et ils vont même plus loin parce que le fait de collecter les infos à l'instant T, ça serait, ça serait la fin de l'alias fiscale même en 2029. Et on fournirait un fichier FEC, donc fichier des écritures comptables, avec l'ensemble des données, des fichiers à plat. Eux reconstituent l'alias fiscal et nous demandent de valider. Donc, il y a des vrais changements sur la manière de travailler. Les hypothèses de travail chez eux, c'est s'orienter vers là. Donc, au niveau de l'organisation de l'entreprise et suivant les prestations et au niveau des cabinets d'expertise comptable aussi, il y a une sacrée réorganisation, une nouvelle organisation en tout cas à prévoir, des missions des personnes et des missions d'accompagnement auprès des chefs d'entreprise également. Répondre à la question, mais on sera aussi dans le cas de figure. Il y a des entreprises qui vont aussi émettre des factures pour des structures qui sont soumises à TVA et d'autres non. Est-ce qu'il
faudra avoir plusieurs plateformes Non. dans ces cas-là, Non. où tout sera géré sur une seule Une plateforme par numéro SIRET, et c'est la plateforme qui vient interroger l'annuaire national qui va dire c'est à quelle adresse en fait chez qui j'envoie. D'accord, ok, très bien. Je repasse la main à Hélène en fait pour le point d'étape. Ok, donc effectivement, voilà, vous pouvez voir un petit peu de manière plus technique finalement la mise en place de la facture électronique. C'est vrai que on peut voir ça à un horizon encore peut-être un petit peu lointain, quoique le calendrier se rapproche de nous. Faut bien se rendre compte que par le passé, il y a quelques années, on nous a parlé de la déclaration sociale nominative, c'est la DSN, dont on imaginait que ça ne fonctionnerait pas bien, que ça ne se mettrait pas en place. Aujourd'hui, c'est en place et ça ne pose plus aucun problème. Le prélèvement à la source, de la même manière, qui avait été un petit peu décalé dans le temps, mais bon, qui est en place aujourd'hui. Et puis, tout le monde s'y est soumis et s'y est habitué. Donc voilà, faut quand même rentrer dans cette démarche-là. Et on voit bien d'ailleurs, si on fait ce petit point d'étape à date, que la confirmation du calendrier donc, a été réalisée par le Parlement donc, en août 2022. On voit que l'État est vraiment sur le sujet et est prêt et avance plutôt bien. De même, un impact aussi ou un sujet dont on parle peu aujourd'hui, mais à partir du 1er janvier 2023, c'est la fin de l'impression des tickets de caisse. Alors, justificatif de paiement par carte bancaire, déjà vrai, parce qu'on voit les commerçants aujourd'hui qui commencent à demander à leurs clients est-ce que vous voulez le ticket ou pas. Je pense que tout le monde a déjà eu cette remarque dans des commerces. C'est une révolution aussi en tant que telle. Ça va modifier certainement la relation avec le client. Pour ceux qui aimaient vérifier les tickets de caisse, etc., venir pointer, s'assurer qu'il n'y ait pas d'erreur, etc. Donc là aussi, il faut se préparer à ça. Ça veut dire peut-être prévoir un outil de caisse qui permette d'envoyer le ticket sous un format dématérialisé au client. On le pratique aussi de plus en plus avec la réception du ticket soit par mail, soit par SMS après le passage en caisse. Donc c'est un mode différent de vérification. Bon, là aussi, on est sur des objectifs écologiques, on est sur des objectifs de santé publique, avec notamment des tickets de caisse qui peuvent comporter des produits pour certains allergiques, etc. Donc tous ces enjeux-là sont à préparer dès aujourd'hui, en prenant le temps de consulter quelques prestataires peut-être et de se renseigner sur les produits qui existent sur le marché et qui répondent au mieux du coup à ce qu'on attend du côté finalement du dirigeant, du chef d'entreprise, à la manière de gérer son fichier client, etc. etc. Juste une petite question par rapport à ça. Il faut forcément avoir ce qu'on appelle un compte de fidélité. Parce qu'actuellement, certains magasins, si on ne demande pas de ticket de caisse, c'est mis sur le compte de fidélité, mais si tout le monde, à partir du 1er janvier, ne dit plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est obligé de donner nos données personnelles dans chacun des magasins Alors voilà, il est probable, oui, effectivement, que si on souhaite avoir le justificatif, on doit donner soit effectivement un numéro de portable, soit une adresse mail pour recevoir. En revanche, après, il y a des conditions d'utilisation de ces données personnelles qui devront être respectées dans le cadre des normes RGPD. Après, c'est un inversement jusqu'à présent. On inverse la situation. Jusqu'à présent, c'était le ticket de caisse obligatoire et on n'en a pas besoin. Là, c'est l'inverse, c'est facultatif, c'est sur demande. On doit nous le fournir, mais la règle n'est plus nous la donner. Pour les petits achats de l'entreprise, on peut avoir besoin de ticket de caisse aussi pour sa comptabilité d'entreprise. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, il y a la notion quand même donc, de justificatif dont on parle, mais avec les factures électroniques, ça va se régler relativement vite, à partir du moment où on a un numéro SIRET. D'accord, il faudra nécessairement que le commerçant prenne le numéro SIRET. Oui, de toute façon, voilà, les factures. Aujourd'hui, donc, sur la facture, c'est le numéro SIRET de la facture qui émet la facture qui est indiquée. Demain, il faudra aussi indiquer le numéro SIRET du destinataire de la facture pour que justement la plateforme aille chercher dans l'annuaire le SIRET du client qui est concerné et trouve finalement la plateforme de l'entreprise destinataire. Si je pousse à l'extrême, si je veux passer mon sandwich en comptabilité, il va falloir que le boulanger prenne mon cabis. Non mais le SIRET, quoi. Non mais c'est ça.
Bah, on en arrive à ça. On en arrive à ça. Bah, si vous voulez déduire la TVA sur votre sandwich. Non, mais oui. Voilà. De même, de la même manière, si vous faites, on imagine un plein de carburant un dimanche après-midi dans le fourgon qui est utilisé par l'entreprise, si vous êtes artisan, effectivement, il faudra l'identifier aussi. Cet achat-là, je ne suis pas sûr que le gain de compétitivité soit... Alors voilà, mais c'est le problème de la déduction de la TVA après derrière. C'est-à-dire que si ce n'est pas passé par les flux, non, mais voilà, ouais. Non, moi, j'envoie des factures. Moi, je suis au TVA, hein, donc je fais plein de factures pour les particuliers. Ils nous réclament des factures systématiquement. Enfin, on en fait systématiquement. Mais de toute façon, ils les veulent. J'envoie également des factures à des entreprises en 2 clics. Je clique sur arrobase et sur envoyer. Parce que l'adresse est renseignée à l'avance. J'envoie des factures sur Chorus Pro. Il faut qu'au préalable, j'ai scanné la facture ou que je me la sois envoyée en PDF. Il faut que je l'ai renommée, parce que ce moment, ça s'appelle facture mail. Il faut que je me connecte à Chorus Pro avec mon identifiant, mon mot de passe. Il faut que je télécharge la facture. Il faut que je dise à quelle banque je veux recevoir le virement. Il faut que je mette le SIRETA de l'hôpital, parce qu'en l'occurrence, moi, c'est l'hôpital, ou les surveillants de prison, ou je ne sais quoi. Donc, je commence à saisir les 6 numéros du SIRET et j'ai un menu déroulant et je pioche là-dedans. Pour le moment, j'en ai 6. Quand j'en aurai des milliers, ça va être embêtant. Ensuite, je dois choisir le code service du CHU qui va me payer. Je dois mettre le montant hors taxe de ma facture, calculer la TVA, parce qu'en plus, moi, je n'ai pas de taxe. La taxe de séjour n'a pas de TVA. Mais le reste en a. Donc, je fais un calcul. C'est pas long, hein. Mais je le fais. Je dois vérifier ma facture et je dois valider 3 fois. Donc, ce que je fais en 2 clics pour un fournisseur lambda, pour un particulier, il me faut 4 minutes sur Chorus, si tout va bien. Donc, en quoi je vais gagner du temps si je dois faire ça pour mes 36 chambres? C'est un pré-enregistrement, je pense aussi, ce qui serait possible des fournisseurs. Mais là, c'est le cas, parce qu'en fait, il faut quand même que je mette les 6 numéros, puis il faut que j'ai la facture en PDF d'abord. Donc, il faut que je me la sois envoyée en PDF. C'est d'où l'intérêt de s'équiper. Voilà. Voilà. Après, vous avez la même chose des petites entreprises et les entreprises moyennes. Pas du tout. Non, voilà, c'est ça. Mais de l'intérêt d'avoir des outils aussi qui soient le plus efficaces possible, c'est-à-dire un outil de facturation, un outil de caisse, qui soit connecté directement à la plateforme que vous aurez choisie et qui, effectivement, optimise tous ces temps-là. Aujourd'hui, Chorus Pro, il faut bien voir que c'est la plateforme publique. Elle a été créée de manière un peu rapide parce qu'il y a eu une nécessité, je dirais, de fluidifier les échanges entre les entreprises et l'État et donc d'avoir une traçabilité, d'améliorer les paiements, enfin les délais de paiement, etc. etc. Cette plateforme publique, elle n'est pas, je dirais, comment dire, par rapport à des plateformes privées, elle ne va pas proposer de services en fait qui permettront d'optimiser votre efficacité justement. Donc effectivement, c'est gratuit, etc. C'est un peu comme un Pogouv aujourd'hui, voilà, ou sur le site des impôts sur lequel on fait quelques déclarations, etc. C'est une plateforme qui est à disposition de tous, certes, et qui va essentiellement aller capter les données pour la TVA. Donc, finalement, c'est l'objectif initial de l'État. Donc, l'idée, c'est d'ores et déjà de regarder effectivement, de surveiller en tout cas, de regarder ce qui se passe pour avoir des outils qui soient le plus compatibles possible avec cette mécanique de facture électronique. Et on sera quand même obligé de passer par Chorus Pro pour... Non, justement. Et c'est là que j'en viens sur les actions à entreprendre. Vous, en tant que dirigeant, quelle que soit votre entreprise, TPE, PME, ETI, etc., ça va être déterminant de choisir une plateforme pour le 1er juillet 2024 et donc choisir cette plateforme dès 2023. Parce que dès 2023, probablement que les grandes entreprises, comme on disait tout à l'heure, vont déjà commencer à émettre des factures. Donc plus tôt vous serez prêts, mieux ce sera. Alors le choix de la plateforme, effectivement, c'est soit Chorus Pro, comme vous dites, avec les complexités que vous décrivez, soit c'est de choisir effectivement une plateforme privée, donc avec un opérateur privé, qui permet
au-delà des données que vous déposez, de vous restituer aussi de la donnée, c'est-à-dire de vous accompagner au quotidien avec des restitutions de données sous forme de tableaux de bord, d'outils de pilotage, etc., etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà, ces données que vous véhiculez sur les plateformes, l'idée, c'est que vous puissiez les optimiser et en dégager de l'efficacité supplémentaire parce que vous avez des tableaux de bord en instantané. J'imagine par exemple un commerçant qui a une activité de vente de marchandises avec des stocks très importants. Voilà, il y a plusieurs activités de ce type-là. Il va recevoir la facture de son fournisseur à un instant T. Il va l'accepter parce que la facture est réelle, ça correspond bien au produit qu'il a acheté. On va lui dire, vous avez un délai de paiement de peut-être 30 jours, etc. Et donc, soit je prends ce délai de paiement, soit peut-être on va lui proposer de payer de manière immédiate avec un escompte, parce qu'il aura les informations des paiements qu'il va recevoir là très prochainement, etc. Il va pouvoir se dire, j'ai la trésorerie, je paye, du coup ça me coûte tant de pourcentage de moins, etc., etc. L'idée, c'est de pouvoir profiter, enfin, en tout cas de transformer peut-être cette contrainte que l'on perçoit aujourd'hui en opportunité pour améliorer le suivi, la compétitivité de son entreprise demain. Alors, c'est de savoir, l'année dernière, j'ai acheté tel produit à tel prix, je l'avais négocié à tel prix à tel mois, je sais que le mois d'après, si j'avais voulu, je pouvais l'avoir à temps, etc. Voilà, c'est d'avoir des données en temps réel, en flux, et de pouvoir vraiment les optimiser. Il y a des ERP pour ça. Oui, mais toutes les entreprises, sont pas dotées de ça, et donc c'est le flux de données, et même je dirais parce que les plateformes vont pouvoir vous restituer vos données individuelles, mais elles vont aussi capter des multitudes de données finalement de références, et donc pouvoir aussi restituer des informations sur des prix moyens, sur des opportunités, etc., etc. Voilà. Je rebondis sur ce que la dame disait concernant l'hôtellerie. C'est que pour collecter la TVA, on est bien d'accord qu'on n'utilise que la plateforme. C'est pour la collecter, la déduire. Mais quand on n'a pas de TVA comme sur l'hôtellerie, moi j'ai de l'hôtellerie, je déduis pas ma TVA. Alors, de l'hôtellerie à quel... Les gars sur les chantiers par en unité, on ne déduit pas la TVA. Je n'ai pas besoin de déclarer ça sur une plateforme. Si, l'hôtelier va de toute façon devoir le déclarer. En fait, l'hôtelier va la déclarer, il va identifier que c'est vous l'entreprise cliente. D'accord. Vous allez dire, OK, je valide cette facture et je la paye. Même si je ne tiens pas compte de ma TVA. Oui. Moi, les factures, elles sont payées avant que je les envoie. Oui, parce que c'est une vente au comptant. Au particulier. Au particulier. Ah non, aux entreprises également. En général, j'ai un bon de commande. Et donc, en fait, je reçois soit par virement avant, soit je fais une VAD. Donc, en fait, avant que les gens arrivent, c'est payé. Donc, j'envoie la facture, elle est déjà payée. Voilà, mais il y aura un justificatif de toute façon. Là, du coup, la facture aura déjà le statut payé en étant en part. Pour aller et continuer, mais c'est vrai que c'est un sujet important, c'est parce que là, on parle beaucoup de factures électroniques, mais on va se retrouver avec des TPE, un grand nombre de TPE qui n'est pas du tout équipé de système d'information, quel qu'il soit, pas de logiciel de caisse. Il y a eu une question comme ça, je ne l'avais pas encore posée, où là, une question qui vient d'être posée, où moi, j'ai pas de système d'information, j'ai rien du tout, ni ERP, ni quoi que ce soit, ni logiciel de caisse. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois passer quand même par Chorus demain? Comment ça va marcher, quoi? Là, on parle bien de fracture électronique et pas de facture électronique, sans faire de mauvais jeu de mots. Mais je pense que là, il y aura un vrai sujet aussi à court terme à ce niveau-là, et qui va au-delà de... Là, on n'est pas en train de faire de procès de l'État non plus, on est en train de poser les choses en anticipation. De toute façon, comme je disais tout à l'heure, on y va. La question ne fait plus de débat aujourd'hui, comme pour d'autres sujets par le passé. Aujourd'hui, l'idée, c'est de préparer au maximum les esprits, et les cabinets d'expertise comptable, de comptabilité sont aussi en train de se préparer à ce changement-là. Comment? En imaginant aussi justement de nouvelles missions d'accompagnement. On sait très bien
qu'aujourd'hui, peut-être un artisan voilà, qui peut-être ne s'est jamais mis forcément sur un logiciel de facturation parce que ses clients acceptent très bien le fait qu'il réalise ses factures, même encore peut-être à la main, etc. Peut-être que demain, il faudra qu'on lui propose de l'accompagner sur le fait de saisir en lieu et place sa facture dans l'outil pour que ça réponde à la codification ici. Hein. Ça, on le sait. Mais de la même manière, on l'a eu aussi pour le prélèvement à la source, etc., etc. Et on parlait tout à l'heure de connexion Internet, de zones blanches, de choses comme ça, de personnes qui sont moins à l'aise avec les outils. Évidemment. Et là, effectivement, ce sera de l'accompagnement complémentaire et le fait que tout le monde arrive effectivement à rentrer dans ce système-là. Ce que j'ai pas très bien compris, c'est que vous dites qu'à partir du 1er juillet 2024, les grandes entreprises devront émettre. Oui. Tout le monde n'est pas nécessairement prêt à recevoir, donc la chaîne ne pourra pas être. Si, il n'y aura pas le choix. Il faudra pouvoir recevoir. Quoi, alors recevoir une facture électronique? Recevoir, c'est EDF par exemple qui émet une facture. On dit EDF, mais ça peut être France Télécom, Bouygues, Orange, enfin peu importe. Il émet une facture. Vous ne la recevrez plus, que ce soit par mail, que ce soit par papier, etc. Vous la recevrez au travers de la plateforme que vous aurez choisie. Donc, elle va vous être proposée. Vous allez avoir. Choisir en 2026. Non. Vous êtes obligé ici, c'est-à-dire les grandes entreprises vont émettre les factures et vous, de l'autre côté, vous êtes obligé de les recevoir. Donc vous devez. En 2024. Voilà, c'est ce que je. Voilà. Avant le 1er juillet 2024. Et voilà. Si vous n'avez pas choisi, d'office, ce sera le portail public de facturation. Ouais. Donc il va falloir aller chercher ces factures. Alors vous allez avoir une notification, une facture vous attend dans votre espace, voilà, et donc vous la verrez cette facture. Vous allez l'accepter ou la refuser, suivant que ça convienne ou pas à ce que vous attendiez, et vous allez déclarer je la paye. Voilà. Et la grande entreprise aura l'information en temps réel. Il a accepté, il va payer et je reçois l'argent à telle date. Techniquement, on va toujours l'imprimer. Hein. Alors, ça c'est un autre sujet. Parce que franchement, de valider des factures longues comme le bras. Mais en fait, alors, ouais, non, vas-y, je t'en prie. Non, en fait, la notion de l'éditer, je pense qu'on les systèmes. Je verserai, je l'enverrai quand même dans mon classeur. On a dit que c'est sûr qu'il y avait un format lisible. On imagine que dans le format FactureX, qui est le format franco-allemand, il y a une version PDF et une version qui est codée. La version PDF sera un système vous allez pas. Je pense qu'à terme, peut-être au début, pour être assuré, mais ça va être un système de validation à l'écran. Ça va pas être possible autrement en fait. Voilà. Et puis parce que moi, mon ERP, je peux pas saisir une facture. Je facture le galet. Si vous connaissez le fournisseur Le Galet, c'est la quincaillerie. J'ai des lignes, j'en ai partout. Je suis obligée de l'imprimer. Pour la saisir dans mon ERP. Ouais, mais justement, votre ERP, peut-être qu'il va évoluer aussi. Pour pouvoir lire toutes les lignes tout seul, vous allez dire telle ligne, ça correspond à tel compte de charge. L'intelligence artificielle, c'est là-dessus. Au niveau des cabinets, ça se met en place. Je vais en parler à mon assistant qui est sur la ferme en ce moment. Voilà. L'évolution, c'est vers là. Voilà. C'est que justement, toutes les données codées, on fasse des tables de correspondance et c'est l'intelligence artificielle qui va lire, qui va reconnaître la facture et qui va saisir. La phase de saisie pour la fin de la décennie, il n'y en a plus. Et nulle part la saisie comptable. Voilà. Et donc, il sera capable de repérer non seulement le nom du produit, la quantité, le prix unitaire, etc. etc. Donc, si vous voulez appliquer après un taux de marge, par exemple, et sortir votre prix de vente, tout pourrait être effectivement largement plus digitalisé finalement que ce qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. Et il faut bien voir aussi, on a dit tout à l'heure que la plateforme que vous allez choisir, elle sera aussi la plateforme de stockage des documents, puisque vous avez toujours l'obligation de stockage. Voilà. Et ces plateformes-là proposeront probablement, très rapidement, des recherches full text dans le stockage, c'est-à-dire que j'ai une entreprise de quincaillerie, je recherche le prix de la vis que j'ai acheté chez Le Galet, etc. Je tape vis, Le Galet, hop, et il va me proposer tout ce qu'il trouve de manière instantanée, quoi. Donc plus besoin de RP. Alors, pas forcément, mais en tout cas, plus besoin d'aller chercher le classeur de février 2021, où je crois me souvenir avoir acheté cette référence-là, etc., etc. Donc, c'est un changement majeur de pratique.
Mais les outils qui sont aujourd'hui en test sont déjà particulièrement efficaces sur de la reconnaissance de factures lues par scan aujourd'hui, où voilà, ils rentrent dans du détail, ils repèrent des zones que sont le SIRET du fournisseur, un code postal par exemple, etc. Ils sont capables de dire dans quel code comptable les affecter, de quelle manière analytique on les répartit, etc., etc. Tous les comptables n'ont pas la même méthodologie. Ah bah, un seul plan comptable général. Voilà, il y a un seul plan comptable. Discussion parce que il y a un seul plan comptable. Tout le monde utilise. Il n'a pas le même nom chez moi comme. Voilà, l'analytique peut être un peu différent à l'intérieur de ça. Mais après, c'est ce qu'on demande aussi à l'intelligence artificielle de venir retenir. Si dans votre entreprise, vous dites que la vis, ça va dans le code, je sais pas moi, 60-63, et puis ça finit par 001, parce que les vis, voilà, et ben il fera ce qu'on lui demande. Et quand il a fait 10 fois, en général, la 11e, il propose et vous acceptez. Moi, je fais de la restauration, je fais de la charpente, et je fais de l'ébénisterie, et à chaque fois, on a un code analytique. Oui, voilà. Mais ça, vous lui direz. La vis, elle peut aller sur de la charpente, sur de la fabrication, et c'est la même vis. Ouais. Donc, à ce moment-là, vous allez répartir après, une fois qu'il aura proposé la reconnaissance principale. Il va dire vis, et vous irez dire, c'est pour tel chantier ou tel chantier. D'accord. Bon, après, voilà, c'est un champ des possibles aussi, hein, et il faut justement que cette nouveauté-là, cette mise en place se transforme en opportunité et vous amène à avoir une efficacité, peut-être plus de temps pour faire autre chose, etc. Et donc la réduction finalement de la charge un peu administrative. Et une réorganisation, enfin, on parlait, un slide, c'était sur l'organisation administrative. C'est pas peu de le dire au sein des entreprises, quelle que soit la taille, en fait. Cette notion d'organisation, qui fait quoi, comment on s'organise. Par contre, quand vous dites le paiement, mais il sera pas automatique quand même, le paiement. Alors, quand vous dites on reçoit la facture, on la valide et le paiement est accepté. Alors, il y a plusieurs possibilités. Il y a certaines plateformes qui vont proposer, qui auront des briques de paiement liées. Le fait de dire j'accepte, vous pourrez dire je veux que ce soit payé dans 10 jours, 30 jours, on choisit. Et c'est fait automatiquement. Et ça fait automatiquement. Oui. Mais ça impliquera d'avoir les données qui sont, enfin, un travail de paramétrage. Il y aura un gros travail de paramétrage à faire en amont, parce que suivant avec quelle banque, comment, ça serait ça. Et certaines plateformes prévoient d'intégrer ça, d'autres non. En fait. Justement, on sait déjà à peu près entre le PPF et les plateformes privées les différentes fonctionnalités. Est-ce que ce sera si différent? Est-ce qu'on est obligé d'en choisir une? Est-ce que pour le moment, alors les cas, on ne sait pas exactement encore. Il y a différents. En fait, ce qui est connu ou plus ou moins connu, c'est les différentes fonctionnalités qui seraient intéressantes, mais savoir qui va faire quoi, on ne le sait pas. Par rapport à l'ordonnance du 17, de cet été là, du 17 août, ce qui se sont engagés, c'est à faire les premiers tests Chorus Pro en janvier 2024. Enfin, Chorus Pro, du PPF, c'est pas Chorus Pro, du PPF, pour voir. Il y a un an, ce qui est clair, le portail public de facturation ne fera pas d'archivage. C'est clair, ils vont pas là-dedans parce que stocker pendant 10 ans gratuitement le facture de tout le monde, ça coûte trop cher, on n'y va pas. Là, il y a quoi, 6 mois, enfin, ça a changé, et ils y vont maintenant. Donc, il n'y a pas de certitude. Oui, on saura courant 2023, qu'est-ce qu'on peut choisir à cette période-ci, second semestre 2023, ça va vraiment bouger. Et là, il y aura. Et puis certaines plateformes vont se placer plus que d'autres. Et on sait à peu près le coût que ça aura, par exemple, une plateforme. Non. Ça, c'était une question justement. Enfin, c'est sûr que on est à la fois tôt et plus tôt que ça, mais malgré tout, tous les systèmes d'information sont loin d'être prêts. Hein. Effectivement, c'est ce que j'ai dit à l'instant. Et combien coûtera effectivement une plateforme privée? Bon, il y aura un coût, c'est clair, mais lequel, on ne sait pas. Elles sont en cours de préciser, puis on aura choisi. Oui. Telle chose fait système bancaire, tel truc fait ça, l'autre vous aura agressé vous-même. Probablement, ouais. Et puis avec un système d'information, vous aviez à choisir les connexions avec votre système bancaire ou pas. Suivant notre besoin, le PDF suffira. J'imagine que tout à fait. sera ça le choix. Tout à fait.
Voilà. Est-ce qu'on peut espérer justement que la plateforme publique permettra au moins de respecter les obligations légales? C'est l'objectif. On parlait de l'archivage tout à l'heure. Voilà. Oui, c'est pour ça qu'ils y sont allés, en fait. Ouais. Mais C'est le minimum. pourtant, ce n'est pas le discours. C'est le minimum. qu'ils disaient avant. Voilà. Après, est-ce qu'ils évolueront aussi sur un sujet de facturation ou pas? Pour l'instant, c'est pas dit. Voilà. Nous, au CERF France, on a fait le choix parce qu'on a une entité, enfin, on a un réseau national et donc on se regroupe, on va dire, pour créer notre propre plateforme. Voilà, pour aussi continuer de servir nos clients en leur fournissant des données, en leur restituant des données. Et puis pour des questions RGPD, voilà, on tient absolument à proposer ça. Et puis il y aura d'autres opérateurs sur le marché. Et puis il y a la plateforme publique. Voilà. Mais aujourd'hui, le packaging, parce qu'on peut imaginer derrière ça, voilà, des options finalement de nouveautés, de tableaux de bord, d'outils, de restitution de données sous des formes diverses et variées. Hein. Et tout dépendra finalement du besoin du chef d'entreprise, de son niveau de connaissances, etc., etc. Mais des changements majeurs, oui, à venir dans les mois qui viennent. L'acceptation des différents formats de facture, on parlait de vente à l'international aussi par rapport à des formats spécifiques. Je ne pense pas que toutes les plateformes vont accepter tous les formats possibles et imaginables. Il y aura des spécifications, et pour le moment, enfin, ils sont en train de travailler sur leur cahier des charges et ça, 2023, il y aura beaucoup d'informations sans doute là-dedans et à se positionner. Voilà. Mais c'est vrai qu'il faut y réfléchir dès maintenant. Voilà. Et par rapport à vos outils de production aussi, peut-être commencer à interroger vos éditeurs, comment eux se préparent à cette organisation-là. En fait. Et on imagine aussi assez bien qu'on ne change pas de plateforme tous les 3 matins. Parce qu'il y a une notion quand même de stockage des données, etc. Donc, un petit peu comme on fonctionne avec un partenaire bancaire, on sait qu'un changement, voilà, c'est assez lourd à porter parfois. Donc, on imagine quand même que le choix de la plateforme va être relativement pérenne ensuite au long de la vie de l'entreprise. Donc les actions, pour nous, le message en tout cas, c'est véritablement voilà, de bien surveiller ce qui va se passer du côté des plateformes, de bien choisir sa plateforme, donc à la limite dès 2023, dès que les premières propositions vont commencer effectivement à être évoquées. C'est d'être prêt donc, pour au moins recevoir les factures au 1er juillet 2024. Et ensuite, effectivement, donc, ça va se déployer jusqu'à l'obligation pour les PME, TPE d'émettre aussi de cette manière-là. Donc ça va être progressif pour beaucoup d'entreprises, mais finalement le délai est relativement court entre tout ça. C'est court et long en fait, parce que le délai de 18 mois, on peut se dire, bon c'est bon, je me prépare à recevoir et puis je vais voir attendre fin 2025 pour émettre si je suis en PME, TPE. Et peut-être que si je prends l'habitude de tout faire via le portail, finalement, c'est mon seul outil de suivi, mon truc j'ai une vision de ma trésorerie entre ce qui est encaissé et le machin, et finalement, peut-être début 2025, j'y vais en fait. Je peux anticiper. Juste une question. Là, j'ai des fournisseurs qui m'ont demandé depuis un an et demi déjà si on voulait recevoir la facture de façon dématérialisée. Donc, du coup, on m'a donné notre accord. Donc, ils ont chacun, soit on a un mail en disant votre facture est arrivée, voilà. Donc, on se connecte sur la plateforme, sur le compte du fournisseur. Sur un compte, voilà. Comment ça se passe là? Il n'y aura plus du tout. Non, parce que ça, c'est pas une facture électronique. Parce que pour que ce soit une facture électronique, on a vu tout à l'heure, il fallait que ce soit créé, émis, transféré, reçu et stocké en format électronique. Il ne faut pas de rupture. Une facture transmise par mail, ce n'est pas une facture électronique, c'est une facture en format dématérialisé. C'est pas tellement, on la reçoit pas tellement. Non, mais où le lien pour aller télécharger. Un mail en disant allez vous connecter. Mais ce n'est pas une facture électronique parce que actuellement les formats de facture électronique c'est les formats EDI. Et là, c'est un PDF que vous téléchargez, donc c'est pas du tout. Sur le compte du fournisseur en général. Ouais. Et du coup, il y a 2 ans, j'ai dû, pour l'entreprise, prendre une clé USB
qui certifie la signature électronique. Ce système-là, c'est chanté aussi. En fait, cette clé-là que j'ai dû prendre, c'est pour les marchés publics. Non, elle est pas chantée. Enfin, ça veut dire que du coup, à l'entrée de la plateforme va vérifier que la facture est bien en format électronique. Et le fait d'avoir certifié avec une clé, suivant les modules de la clé, peut dire que c'est une facture en format électronique. Et effectivement, donc on dit pouvez-vous effectivement poser les questions au fil de la conversation également. Je vais tenter de le faire, même s'il y a des questions qui sont Alors, déjà été posées. nous, on en a fini de la présentation, donc de toute façon, voilà. Donc l'idée, c'est bien d'avoir en tête le calendrier et de surveiller ce qui va se passer et d'interroger les éditeurs de logiciels, caisses, factures, etc., avec lesquels vous travaillez sur les évolutions qu'ils prévoient aussi. Ouais. Donc, je me permets, du coup, oui. Ça risque de venir au jour, mais bon, certaines questions quand même ont été soulevées, et vous y avez répondu. Il y avait une question qui concerne les cas d'impayés, parce que les impayés, il peut y en avoir. Quid de la collecte de TVA déclarée dans ces cas-là, quoi. Il peut y avoir ça va générer un décalage, et comment ça se passe, quoi. Si on reprend le schéma tout à l'heure, finalement, de flux, on voit bien que l'information à l'administration fiscale, elle est déclenchée par justement le paiement, l'action de paiement finalement de l'entreprise qui a reçu la facture, qui probablement l'a acceptée, et tant que l'entreprise qui n'a pas reçu le paiement n'a pas déclenché la réception du paiement, l'administration n'aura pas l'information. C'est de la TVA sur encaissement. TVA sur encaissement. Ne sera pas validé. Ce sera statut facture acceptée, mais pas forcément payée. Voilà. Ou facture payée, mais le paiement n'est pas validé, donc ce sera considéré comme non réglé. Voilà. TVA sur livraison, ce sera comme aujourd'hui, c'est-à-dire la TVA sera bien comptabilisée à date de la facture. Et s'il y a un échec de paiement, ce sera le process comme aujourd'hui, finalement, de recouvrement. Voilà. Cela dit, l'État et les estimations montrent que le taux de recouvrement devrait être amélioré par le biais de la mise en place de la facture électronique, parce que parfois, un impayé relève tout simplement d'un oubli ou d'un mail qu'on a oublié d'ouvrir, qui contenait une facture, etc. Ce n'est pas toujours non plus lié à des problèmes de trésorerie ou à une contestation. Voilà. Tu pourras modifier ce montant ? Moi, ça m'arrive d'avoir des factures d'un montant et le client paye un autre montant. Voilà. Et ça, on ne pourra pas ? Alors, vous dites, à la vente, vous dites. Je fais une facture de 10 000 €, je suis payée avec 9 000. Ouais. Donc, ma TVA à l'encaissement, c'est la même. Non, et donc, du coup, vous faites 1 000 € d'avoir. Non, c'est des fois des retenues de garantie qui arrivent. Ah oui, alors ça, c'est encore différent. Effectivement, la retenue de garantie fera l'objet probablement aussi, du coup, d'un justificatif jusqu'à son paiement. Voilà. Parce que finalement, tout ça, ce ne sont que des opérations commerciales. C'est réglementé. Parce que, là, j'ai de la retenue de garantie, mais il peut y avoir des clients qui se gardent 500 € parce qu'ils ont décidé de garder. Oui, effectivement, oui, comme aujourd'hui, en fait. Le tout, c'est d'avoir des justifications, des justificatifs, jusqu'à temps que le dossier soit complètement clôturé, et soit vous acceptez effectivement l'absence de totalité de versement, soit vous allez en avoir ou une facture qui reste en stock, quoi. Les éléments qu'on met sur le statut de la facture entre envoyé, reçu, payé, pas payé, ça va servir donc à fournir les infos à la DGFiP et après remplir la déclaration de TVA. Mais il y aura quand même un système de validation, comme on fait par rapport à la... elle sera pré-remplie comme c'est actuellement pour la déclaration sur le revenu, mais si vous n'êtes pas d'accord, vous venez modifier. Ah oui, d'accord. Mais ça implique quand même de la possibilité de se faire relancer. On se met en position de contrôle, en fait, par derrière, et non en émetteur. Ouais. Mais de la même manière, jusqu'à présent, il était possible d'échelonner des règlements avec des prélèvements clients. Il y aura toujours ces possibilités. Le système de facturation ne va pas non plus régresser. C'est-à-dire que dès lors qu'il y avait des opérations commerciales, j'accepte le paiement en 10 fois ou peu importe. Les modalités de paiement ne devraient pas changer. C'est tracer tracer les règlements qui vont changer, qui jusqu'à présent n'étaient pas faits. Comment ça... Je reviens sur le mode de paiement.
quand on envoie par la plateforme nos factures, le client dit bon, ok, je suis d'accord, j'accepte. Et au moment où il dit règlement, s'il dit règlement à 30 jours, et que les 30 jours sont passés et qu'on n'a pas le règlement, comment ça se passe? Là, vous allez dire que vous n'avez pas reçu vous allez déclarer que vous n'avez pas reçu l'argent. Donc nous, vous n'allez dire que c'est pas que vous n'avez, tant que vous n'avez pas reçu l'argent, vous venez pas valider que vous avez reçu le règlement. Sinon, c'était un Oui. Après, mais justement, c'est pour ça que les impayés, on devrait s'améliorer, parce que c'est un peu la plateforme qui va faire les suivis, en fait. Voilà. Et du coup, il n'y aura plus de paiement par chèque. Il faudra venir déclarer. Ouais. Alors, toutes les plateformes n'auront pas, a priori, toutes les plateformes n'auront pas le module paiement associé. Ce sera un facilitateur, parce que c'est plus facile de mettre un clic et payer. Si on peut venir quand même déclarer, oui, j'ai eu l'argent, j'ai envoyé, et c'est un paiement par chèque à côté. Mais c'est sûr que ce système-là devrait favoriser les virements. C'est un système très déclaratif, en fait. Sur les flux, entre tous les fournisseurs pour lesquels on est sous LCR. Comment ça se passe? Ça va continuer de cette même manière? Parce que si le jour où on reçoit la facture du fournisseur, on jette qu'il y a un refus, qu'on dit bah non, on refuse parce que cet article-là, on l'a pas eu, ou le prix, on n'est pas d'accord sur le prix. Comment ça se passe? Parce que là, à l'heure actuelle, en fait, on est prélevé à 30 jours. En amont, s'il y a une erreur sur la facture, on voit avec eux, mais le prélèvement se fait quand même. Donc l'avoir, on va l'avoir après. Comment ça va être géré ça? C'est difficile de dire exactement comment ça va se passer, mais il y aura la traçabilité là-dedans, et c'est peut-être justement de ne plus mettre en place, d'accepter de payer comme ça, enfin de plus payer par LCR et de payer par système de virement autrement, de changer les modalités de paiement, les modalités d'échange. Après, clairement, de dire réellement comment ça va se passer, c'est un peu tôt en fait, parce qu'on ne connaît pas toutes les fonctionnalités des plateformes. Et quoi qu'il en soit, il sera averti automatiquement qu'il y a un refus. Dès lors que le chef d'entreprise va constater qu'il y a un produit qui a été facturé à tort, par exemple, ou pas au tarif convenu. Et donc, c'est à lui, derrière aussi, de réagir rapidement, et de pas en émettant l'avoir ou en maintenant, parce qu'il pourrait y avoir une discussion, bien entendu, en amont, de sorte que effectivement, le prélèvement à l'échéance corresponde bien à ce qui est convenu, parce que sinon, de toute façon, vous allez bloquer le prélèvement. En tout cas, on peut l'imaginer comme ça. Mais après, c'est le cas des particuliers. S'ils ne payent pas eux-mêmes, on va se retrouver quand même dans des cas de figure où on amène de l'informatique et tout le monde ne va pas être au même niveau. Quoi. Les particuliers ne vont pas utiliser la plateforme. Là, c'est du e-reporting qu'on va venir dire. On a encaissé ton à condition d'encaisser. S'il y a des problèmes d'impayés avec des particuliers, comment ça se passe du coup? Comme maintenant. Comme maintenant. Voilà. Soit on fait un avoir, soit on fait effectivement. Il y a un trou dans la raquette. Voilà, comme aujourd'hui. Et là, un sujet qui n'a pas du tout été abordé aussi, là, qui arrive sous forme de questions, recrudescence des problèmes de cyber, cyberattaque. Donc, je reçois un message qui me dit que je dois aller chercher une facture à tel ou tel endroit sur telle plateforme. J'y vais les yeux fermés et en fait, j'arrive sur un site frauduleux. Quelle garantie nous donneront soit PPF ou soit les plateformes privées aussi Alors, de toute façon, le dirigeant, lui, il ne va pas aller sur 36 plateformes naviguer. Il va aller sur la plateforme qu'il aura choisie. Puisque s'il doit recevoir une facture, c'est bien le fournisseur qui la lui envoie, qui va indiquer son numéro SIRET. On va dans l'annuaire chercher sa plateforme et on la lui dépose sur sa plateforme, donc sur son espace. Et après, effectivement, il en va du choix, encore une fois, de la plateforme pour qu'effectivement, on ait un haut niveau de sécurité. On ait peut-être des sauvegardes qui soient aussi dupliquées pour l'aspect conservation des factures, etc. Voilà. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il n'y aura pas 3000 plateformes de proposer en France. Il y aura. S'abonner à toutes ces plateformes. Comment? Non, une seule. Mais si madame, elle est chez la plateforme A, moi je suis à la B, la C, la D. Elles vont dialoguer entre plateformes. J'ai une adresse. Vous avez une seule adresse, une seule plateforme. C'est votre numéro SIRET qui va être identifié comme appartenant à une plateforme, et c'est les plateformes entre elles qui vont communiquer
pour chercher A, B, C et ainsi de suite. Et là, on parle de notification. On dit, je reçois une notification, je me connecte. Après, suivant la taille de l'entreprise, il peut imaginer que on va tous les jours dessus. En fait, on relève tous les jours sa boîte aux lettres, tous les jours sa boîte mail. Il n'y a pas quelqu'un qui vient nous taper sur le bras. Je crois que tu as reçu un mail. En fait, tous les jours, on va dessus. Plusieurs fois par jour. Ça sera pareil, en fait. Donc, mais par contre, c'est vrai que le risque cyber, il n'est pas exclu. Non. Que les plateformes soient attaquées. Au niveau de l'Italie, donc il y a une seule plateforme nationale, elle est attaquée tous les jours. Donc on n'est pas à l'abri que ça plante un jour et qu'on n'ait pas les éléments, ça c'est clair. Mais il faut bien retenir une seule plateforme, à un seul endroit, on a tous nos éléments, tous les flux nous sont amenés à un seul endroit. Et, après, encore une fois, je me fais je pose des questions, mais au travers des personnes qui sont à distance, qui sont à un peu plus de 50, donc c'est vrai que ça. En rapport poids-puissance, c'est tout aussi intéressant. Mais du coup, la question, justement, on parle de plateforme. Il y a Chorus qui veut devenir PPF. On parle de futures plateformes privées. Est-ce qu'il en existe déjà des opérationnels ou elles sont en train de se monter avec les cahiers des charges spécifiques. Ouais. Parce que le cahier des charges. Non. Pas dans le format attendu de ce. Il y a des plateformes qui existent actuellement, mais dans le format attendu de ce qui est mis en place, avec les spécificités de la réforme, elles ne sont pas opérationnelles parce que le cahier des charges il est pas encore, il est en cours avec l'administration et elles sont en train de travailler dessus avec des groupes de travail. En fait. Et est-ce qu'il y a une date justement pour ce sera fin 2023, probablement, début 2024. Les tests sur le portail public de facturation, ils ont annoncé, ils se sont engagés à pouvoir faire les premiers tests en janvier 2024. Donc du coup, quand vous dites qu'il faut qu'on prenne une plateforme en 2023, ça ne sera pas possible. Si, parce qu'ils vont commencer à communiquer en fait. Il faut commencer en tout cas à réfléchir aux options dont vous avez besoin, comment vous voulez travailler, quelle plateforme propose quoi, quel coût, et aussi quels sont vos besoins dès 2023. Et après, peut-être faire l'option au premier semestre 2024, si vous n'êtes pas certain. Mais il faut commencer à se poser la question dès 2023 et ne pas attendre mai ou juin 2024, tiens, il faut que j'en ai une. Parce que comme on dit, peut-être que le portail public de facturation suffira par rapport aux prestations. Il faut voir de quoi j'ai besoin, comment ça fonctionne. Vous avez dit qu'on allait s'engager sur plusieurs années, ce qui est évident. Or, on va pratiquement s'engager à l'aveugle, puisque si les premiers tests, c'est en janvier 2024, ils ne seront jamais prêts pour janvier 2024. Or, il faudra qu'on choisisse entre février et mars pour être prêt en juillet. Donc, on va se lancer dans quelque chose pratiquement à l'aveugle. On n'aura pas pu tester d'autres... Après, c'est comme... c'est court pour développer un... Mais les développements sont maintenant, en fait. Ils sont en train de développer. Il faut, eux, qu'ils soient prêts. Là, on dit les tests, c'est grandeur... Les tests portail public de facturation, c'est grandeur nature. Les premiers tests en janvier 2024, en amont, ils en auront fait... il faut que ça marche. Ouais. Et si une plateforme communique pour dire j'ai telle prestation, telle prestation, telle prestation... j'ose imaginer qu'ils ont bien cadré les éléments et ils vont offrir les prestations derrière. Sinon, vous pouvez vous désengager parce que vous n'avez pas les éléments. Mais je conçois que ce soit difficile de s'engager sur un truc qu'on ne connaît pas et que ça va être notre outil du quotidien et qu'on ne va pas toujours imaginer de quoi on a réellement besoin. Même nous, on travaille un peu sur le sujet, on regarde, on se dit ça, mais concrètement, il y a la théorie, mais concrètement, en pratique, de quoi j'ai besoin, comment je vais faire. Est-ce que ça va être à partir de mon smartphone que je peux faire les éléments? Comment est-ce que je peux donner les droits à quelqu'un ou quelle reconnaissance spécifique j'ai dessus? On ne sait pas en fait. Ouais, c'est vrai que ça laisse à penser aussi que du coup, les entreprises attendront, je ne vais pas dire la dernière minute parce que vous l'avez bien expliqué, c'était important que le sujet soit traité dès aujourd'hui parce qu'on voit que ça pose quand même un grand nombre de questions. Néanmoins, effectivement, en tant que les plateformes ne sont pas disponibles, pour toute bonne personne, on nous explique qu'il faut au moins en avoir 2 ou 3 pour chercher à choisir. Il ne faut pas se sentir forcé et contraint d'en choisir qu'une seule. Mais après, le tout aujourd'hui, c'est d'avoir ça en tête quand même et d'avoir le calendrier en tête, de surveiller ce qui se passe sur ce sujet-là, d'interroger ses partenaires sur les logiciels utilisés en interne dans l'entreprise. Pour se dire je ne change pas d'outil là aujourd'hui si il n'est pas déjà compatible avec ce que je vais avoir besoin de faire demain et peut-être je diffère de 6 mois compte tenu de mon besoin assez rapproché.
enfin, on est toujours meilleur quand on est informé et dans l'anticipation que de subir au dernier moment. Et donc après, vous allez sans doute avoir différentes propositions parce que les plateformes, voilà, notamment privées, vont pas attendre pour se mettre en place, donc vont construire aussi des offres, vont vous faire des propositions par rapport à peut-être des adhésions, etc., des offres digitales avec des packages, comme on disait tout à l'heure, probablement, que vous ayez aussi voilà, le discernement de dire moi, cette offre-là, j'ai pas besoin parce que ça m'intéresse pas, etc., etc. Mais au moins, vous êtes informé. Voilà. Et dans les choix administratifs que vous faites dans vos entreprises là en ce moment, je vois par exemple certaines entreprises qui ont des services aujourd'hui de comptabilité où quelques opérateurs font de la saisie quasiment au quotidien et toute la journée, etc. Est-ce que si une personne quitte l'entreprise dans ce métier-là, est-ce que je la recrute un pour un, ou est-ce que je change un petit peu mon profil de poste parce que je sais que dans 18 mois, potentiellement, le classeur qu'elle fait sur la semaine va s'éteindre ou quasiment. Voilà. Donc, c'est d'avoir finalement ça en tête pour aller sur la stratégie aussi dans le pilotage de l'entreprise, quoi. Hein, c'est pas que subir la plateforme. C'est anticiper les choses, quoi. Ouais. C'est interroger vos éditeurs informatiques sur l'évolution des logiciels. C'est ça la priorité, en fait. Et plus d'organisation, comme tu dis, mais c'est ces deux priorités dès maintenant. Je rajouterai un point par rapport à ce que vous avez pu signifier, c'est que vous avez beaucoup parlé du numéro de SIRET. Il faut aussi que, pour ceux en tout cas qui ont déjà un système d'information, en tout cas que le référentiel tiers soit aussi mis à jour. Tout à fait. C'est vrai, c'est un vrai sujet en fait. Pour les besoins d'une facturation entre guillemets rapide, je saisis la raison sociale, qui aujourd'hui, la raison sociale plus adresse, entre guillemets, peuvent suffire. Et le numéro de SIRET n'est pas toujours stocké, et il va bien falloir quand même commencer dès maintenant à nettoyer les référentiels pour avoir ces numéros de SIRET qui seront la clé de voûte demain de toute cette automatisation. Ouais, un peu comme vous le décriviez sur Chorus Pro. Vous voyez bien les obligations que vous avez sur Chorus Pro de détail finalement dans la traçabilité que vous n'avez pas pour, je dirais, d'autres entreprises ou un particulier. Et donc, c'est aussi de préparer tout ça pour ne pas se retrouver au dernier moment à devoir tout organiser, quoi. Et on voit quand même, je pense que vous êtes tous aussi sensibles à ça, mais on voit des évolutions de certains fournisseurs. On disait tout à l'heure, effectivement, allez chercher vos factures sur notre compte, etc. On voit quand même des mouvements chez les grandes entreprises, chez certains qui n'étaient pas du tout dans la dématérialisation jusqu'ici et qui tout d'un coup proposent des nouveautés. Donc ça bouge sur le sujet. Chacun le prend à son niveau, à sa mesure. Mais le fait de l'anticiper, pour moi, c'est vraiment prépondérant. Oui, du coup, sur s'il y en a d'autres aujourd'hui de fournisseurs qui nous amènent qui nous demandent, est-ce qu'on dématérialise nos factures? Est-ce qu'on a un intérêt aujourd'hui, est-ce qu'ils ont un intérêt aujourd'hui de partir sur des plateformes comme ça, en sachant que on va avoir des plateformes où on va devoir recevoir est-ce que c'est... Pour nous, alors, l'intérêt aujourd'hui de partir dans cette démarche-là, c'est probablement un intérêt économique et financier. Hein. Je vous dis, le coût de traitement d'une facture aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises, c'est plein de petits coûts cachés, hein, mais qui, mis bout à bout, font que le document en lui-même, une fois qu'il a fait son cheminement, il a coûté quand même un peu d'argent. Voilà. Et on a aussi, d'un autre côté, des chefs d'entreprise qui, aujourd'hui, ne veulent plus recevoir de papier. C'est-à-dire qu'ils vont assister auprès de leurs fournisseurs pour avoir uniquement, soit par mail, soit par des comptes sécurisés, parce qu'ils ne veulent plus imprimer, ils ne veulent plus classer, comme on disait tout à l'heure, dans un classeur. Et puis parce qu'il y a déjà des mécaniques aujourd'hui qui existent et qui permettent de lire les documents de manière dématérialisée. Donc, on ouvre les comptes fournisseurs, on reçoit toutes les factures de l'année, on peut recevoir des scans qui peuvent être lus et donc sans avoir besoin du papier, etc. Il y a déjà des outils
pourrait être traité de manière digitale déjà. Et on reste un peu le schéma du classeur, comme vous disiez tout à l'heure. Voilà, on en parlait tout à l'heure aussi, où voilà, vous réimprimez pour faire le lien avec le bon de commande, le bon de livraison et la facture. Donc, on a des mécaniques de contrôle qui vont probablement bouger. Je ne sais pas, il y a peut-être 10-15 ans, chacun pointait peut-être aussi son relevé bancaire. Est-ce qu'aujourd'hui, on a l'appli sur son téléphone, on consulte, je ne sais pas, peut-être tous les jours. Est-ce que vous imprimez encore les relevés bancaires personnels? Est-ce que vous pointez vos chéquiers? Enfin, je ne sais pas. Hein. Voilà. Bon, il y a des évolutions et forcément, les plateformes donneront des facilités probablement de lecture auxquelles on va s'habituer aussi et puis qui feront que petit à petit, probablement, les impressions, les classements vont évoluer. C'est une vraie révolution, ça c'est sûr. Et au niveau des comptables, par rapport au métier de comptable, tant au niveau des cabinets et par rapport à la formation qui est faite aussi au niveau des comptables, on ne les prépare pas forcément à cette... Moi, l'informatique, c'est pas mon rayon du tout. On est dessus tout le temps, mais alors, ça marche, c'est très bien, ça marche pas. Moi, je suis un fruit dans son... Donc après, c'est les plateformes qui sont... Bon, il y aura de l'accompagnement de toute façon, hein, c'est incontournable de par les éditeurs, de par les cabinets comptables, peut-être d'autres structures. Donc, il y a eu des passages. Voilà, il y a 20 ans, on se rappelle, c'était l'échange de données informatisées. Et c'est vrai que chacun aussi, recevant les écritures de la banque de manière informatique, venait vérifier que ce soit bien au centime près, la même chose que sur le relevé bancaire. Bon, et puis à un moment donné, on fait confiance aussi au système et le système fonctionne bien. Donc voilà. Ça ne paye le papier. Non, voilà. Un coffre électronique. Voilà, tout à fait. Chez nous aussi, dans l'entreprise. Pour constituer le dossier de retraite et compagnie, on va les imprimer. On sait qu'elles sont gardées que 5 ans, c'est ça? Ah non, nous on a un coffre électronique. Il est à vie. Ouais. On peut stocker. Oui, les coffres-forts salariés, bon, ça se développe aussi de manière très rapide. En plus, ça offre un format sécurisé de bulletin de salaire parce que si vous faites un propre scan, vous, de votre bulletin de salaire pour l'archiver, il n'a pas de valeur, il n'est pas scellé, on va dire. Alors que là, quand il arrive dans le coffre-fort électronique, il a une valeur pour un banquier, pour un financement, etc., etc. Donc, et c'est des coffres-forts qui suivent la personne à vie, en fait. Ils sont identifiés intitulé personae et peu importe finalement que le salarié quitte l'entreprise ou pas, le coffre-fort le suit et il peut agréger effectivement tous ses comptes, je dirais, prestataires adossés, c'est-à-dire Impôts, la CPAM ou Amélie, la MSA, enfin, les comptes qu'il suit régulièrement dans son espace. Et encore une fois, effectivement, ça demande toujours un peu de paramétrage et d'être un peu au fait de l'informatique. Oui, donc, mais ça devient, enfin, le format dématérialisé, le format aujourd'hui normalement obligatoire par rapport aux salariés, alors que c'était le papier. Donc, on voit que, comme le ticket de caisse, finalement, la vapeur s'inverse. Bon, bien entendu, certaines entreprises font le choix de proposer le coffre-fort et de dire, si il n'y a pas de papier, par papier, mais ça reste encore, je dirais, un peu nouveau et pourtant, ça s'accélère. Question, moi, de mon côté. Mais après, je vous renverrai la liste des questions si jamais vous estimez que certaines, vous avez imaginé avoir été suffisamment précises. Pas de souci. Vous pouvez apporter du complément d'information. Sans problème. J'ai pu le préciser, le PowerPoint pourra être envoyé. Peut-être que vous avez envoyé votre adresse mail pour pouvoir rester sur l'électronique. Mais voilà, il sera diffusé au travers de ton mail à Marie-Laure. D'accord? Tu pourras l'envoyer. Donc voilà, tout le monde aura son petit pense-bête avec lui et on refera le tour ensemble de l'ensemble des questions.
Merci à vous. Merci. Merci. Donc, s'il n'y a plus de questions, on va fermer la réunion. Donc, je vous remercie, Madame Carrez et Madame Lebotte d'avoir animé. Puis Guillaume Merci à de vous. m'avoir. Voilà. Merci. Merci.